Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour vous parler de notre premier point lecture de 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc, comme je vous l'ai dit, premier point lecture de 2021. J'ai, je crois, sept romans à vous présenter. Alors, ce sont des romans que j'ai lus avant Noël. Avant Noël, pendant les vacances, entre Noël et le jour de l'an, et début 2021. Alors j'espère que pour les romans que j'ai lus il y a un peu plus de 15 jours, je ne vais pas être trop brouillonne dans, le, dans ma chronique, parce que ça fait quand même un petit moment que je les ai lus. Alors, dans ce point lecture, je vais vous présenter trois romans. Alors voilà, trois romans que j'ai lus de ma fameuse pile à lire de vacances pour bien terminer 2020. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Je vous avais présenté une belle palle de environ 15-20 livres. Voilà, je me suis dit, oh allez, soyons fous, pour finir 2020 on va se faire une orgie livresque. Bon, voilà, force est de constater que l'orgie n'a pas eu lieu. Voilà, donc sur la vingtaine de livres que je vous avais présentés, j'en ai eu trois. Voilà, comment vous dire que... Alors, c'était des très bonnes lectures, enfin, voilà, c'était des bonnes lectures, c'est pas la question, mais peut-être que la pile à lire était un chouïa ambitieuse. Enfin bon, bref, s'ils n'ont pas été lus fin 2020, ils seront lus quand même, de toute façon. Mais bon, c'est vrai, quand une semaine de temps, se lire une vingtaine de romans, voilà, sauf à être exilé sur une île déserte, peut-être que j'aurais pu les lire en une semaine, mais bon, je n'étais pas exilé sur une île déserte, j'étais chez moi avec chérie et les enfants, donc voilà. Tout ça pour dire que je ne sais plus. Voilà, je ne sais plus. Bon, moi je vous propose que nous nous installions confortablement avec, voilà, une petite boisson chaude. Voilà, santé. Pour moi, ce sera un Kusmiti menthe de chocolat. Et voilà, on va commencer ce point lecture dès maintenant. Donc, j'ai lu dans le cadre du PLIB 2021 Alana et l'enfant vampire de Cordelia, publié aux éditions Scrinéo. Dans ce roman, on fait la connaissance d'Alana qui fait partie d'une famille un peu spéciale. Alors je ne sais plus leur nom exactement, mais on peut les considérer comme des veilleurs. Ils s'arrangent pour que les relations entre les vampires et les humains se passent de la meilleure manière possible. Ils essaient de régler les conflits avant que ça devienne complètement catastrophique. Donc ces deux parents, sa sœur aînée sont des veilleurs. Et Alana avait fait une mission avec ses parents. Et cette mission ne s'était pas déroulée de la meilleure manière possible. Donc du coup, maintenant, ses parents la laissent un petit peu de côté. Quand il y a des missions, ils la laissent chez eux. Et là, dans le début du roman, les parents d'Alana et sa sœur aînée sont partis en mission. Du coup, ils l'ont laissée dans l'appartement familial en compagnie de sa grand-mère. Et donc, Alana est déçue parce que elle aimerait tellement assurer des missions comme c'est le but de sa famille. Elle voudrait réellement impressionner ses parents, que ses parents soient fiers d'elle. Mais voilà, elle a 12 ans et elle souffre de douleurs chroniques. C'est-à-dire que à chaque fois qu'elle veut faire un effort, son corps ne suit pas parce qu'elle souffre terriblement et elle est terriblement moquée, notamment en cours de PS, en sport. Son prof est un crétin, voilà, il la traite de feignasse, elle est moquée par ses petits camarades. Et voilà, sa mère l'a emmenée voir un médecin qui lui a dit t'inquiète pas, voilà, c'est parce que tu grandis, ton squelette se met en mode adulte, donc c'est normal, ça va passer. Et donc voilà notre Alana qui est obligée de suivre les cours au collège. Heureusement, elle a sa meilleure amie avec qui
elles passent de nombreux moments et leur passion commune, c'est les livres sur les vampires. Alors oui, alors, les livres sur les vampires, hein, c'est Twilight, c'est tous ces vampires-là un peu surimaginés, quoi. Ouais, le mythe du beau vampire ténébreux, bref, tout ce que j'aime. Et arrive dans leur collège, en plein milieu de l'année scolaire, un jeune garçon. Et la meilleure amie d'Alana se convainc et elle est persuadée que ce garçon est un vampire. Alors Alana, bon, elle dit oh, t'es sûre, machin. Bon, et Alana, sachant ce qu'elle sait, elle en parle à sa grand-mère, qui elle aussi est une veilleuse à la retraite. Voilà. Et elles vont décider de mettre à l'épreuve, de faire passer un certain nombre de tests à ce garçon pour savoir s'il est réellement un vampire. Et force est de constater que ce garçon est réellement un vampire et elles vont essayer de découvrir ce qui se cache derrière cette histoire. Elles vont, Alana et sa meilleure amie et la mamie, essayer de découvrir le fin mot de l'histoire. J'ai beaucoup aimé cette histoire, je me suis tout de suite attachée au personnage d'Alana et à sa meilleure amie. Alors, dans ce roman, on va voir de la diversité, on va voir voilà, beaucoup de diversité parce que la grande sœur d'Alana est lesbienne, elle a une petite amie, hein, et on en parle tout à fait librement. C'est tout. Voilà, dans la famille d'Alana, c'est normal. On a accepté ce fait comme, voilà, comme si elle était hétéro. Ils ont accueilli sa copine quasiment, enfin, complètement à bras ouverts. Ils se sont pas posé de questions. Voilà, on parle des différences physiques. Alana, elle souffre énormément de douleurs chroniques et elle est quand même, elle est la risée du collège. Et voilà, on en parle voilà, sans pathos, c'est comme un état de fait, mais c'est vraiment bien expliqué dans le roman. Et aussi, la meilleure amie d'Alana, elle se décrit comme appartenant ni au genre féminin, ni au genre masculin, un peu des deux. Donc, pour parler de ce personnage, l'autrice a employé le pronom d'IEL, IEL, pour dire que c'est ni un garçon ni une fille, mais un peu des deux. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, que ça passait crème dans le roman, ça choquait absolument pas. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et, on on part dans des aventures. Voilà, Alana n'était pas avec ses parents pour mener une mission officielle, mais elle va démontrer, elle va vraiment puiser dans son moi intérieur pour essayer de mener à bien cette mission, pour essayer de sauver hein, ce jeune garçon vampire. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'en dirai pas plus. Hein. Lisez ce roman, c'est voilà, c'est un roman jeunesse, il se lit très vite, il se lit très bien et on passe vraiment un agréable moment avec Alana. Alors je ne sais pas si c'est le début d'une série ou si c'est qu'un one shot, mais si un jour l'autrice décide de publier une nouvelle aventure d'Alana, je serai ravie de lire ses prochaines aventures. Alors, ensuite, j'ai également lu, en fin d'année dernière, La dernière sorcière aux yeux d'or, le tome 2, Césarine de Lali Davini, publié aux éditions Inception. J'avais beaucoup aimé le tome 1, même si la romance m'avait fait lever les yeux au ciel. Et Ophélie m'a proposé de lire le second tome, ce à quoi j'ai dit oui. Excusez-moi, je bois un coup. Ce à quoi j'ai dit oui, parce que en fait, malgré la romance, j'avais quand même envie de savoir comment ça allait se terminer, parce que l'univers décrit dans ce roman m'avait quand même beaucoup plu. Donc du coup, on retrouve
Je me rappelle même plus du nom du nom de l'héroïne principale, c'est vous dire. Bref, peu importe. Ça me reviendra sûrement au montage, donc je vous le mettrai en bas là. Donc du coup, on retrouve, je crois que c'est Elana. Peut-être, bref. Donc du coup, on retrouve l'héroïne principale arrivée dans son monde et elle se prépare à l'affrontement avec le mage noir pour sauver son royaume. Et elle va, alors là, tout de suite, dès le début de ce deuxième tome, on est directement plongé dans l'action. J'ai beaucoup plus préféré ce second tome au premier, tout simplement parce qu'on est beaucoup plus dans l'action dès le départ. On creuse un petit peu le caractère de l'héroïne principale. Et surtout, alors évidemment, la romance est toujours présente dans ce deuxième tome, mais là, je trouve qu'elle était beaucoup mieux amenée, qu'elle servait beaucoup plus le récit. Elle donnait une intensité un peu plus dramatique au récit, et j'ai trouvé que voilà, que ça passait beaucoup mieux dans l'histoire, parce que franchement, dans le premier tome, la romance arrive dès le début, et j'ai trouvé que ça n'apportait absolument rien au récit. Ça apportait pas tout ce dramatique, c'était une romance pour une romance. Et franchement, j'ai trouvé voilà, que la romance arrivait beaucoup trop tôt et était beaucoup trop présente dans le premier tome, alors que, à mon sens, c'était pas le premier, enfin, la chose à mettre en avant dans ce premier tome. Dans ce second tome, je trouve que la romance, du coup, apporte oui, une touche un peu plus dramatique au récit. Et voilà, je l'ai littéralement dévoré. J'ai adoré ce second tome. Donc, je vous dis, c'est mon préféré de la duologie. Je n'ai pas vu le temps passer. J'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai beaucoup aimé les personnages principaux, évidemment, mais également les personnages secondaires. Et la fin, je l'ai trouvée très cohérente avec le récit. Bon, j'aurais aimé un truc un peu plus pif paf pouf, mais voilà, c'est une fin pleine d'espoir. Voilà, c'est une lueur d'espoir pour tous les personnages, malgré toutes les épreuves toutes les épreuves qu'ils ont endurées dans ce roman. Voilà, c'est une belle découverte de la part des éditions Inceptio, et je remercie infiniment Ophélie de m'avoir permis de découvrir ce second tome. Alors, ensuite, dans un tout autre registre, j'ai lu également le deuxième tome des Espionnes du Salève, Bletchley Park, de Mark Zellweger, publié aux éditions Au Trouble. Alors, je vous avais déjà parlé des Espionnes du Salève, le premier tome, L'envers du décor, où on découvrait tout le réseau d'espionnage féminin qui a réellement existé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un réseau d'espionnes basé en Suisse, avec des femmes de tout horizon qui ont aidé les services secrets à la fois français, américains, anglais, à déjouer les opérations des nazis. Et ici, dans ce deuxième tome, il va être un peu plus question de l'apparition des premiers temps des camps de concentration. On retrouve les personnages qu'on a rencontrés dans le premier tome, Anna, qui est la chef des espionnes du Salève, et Ruth, Sève, Adèle, et de nombreuses autres femmes qu'on a déjà croisées dans le premier tome. Et on a également le patron des services secrets américains, le patron du MI5, du MI6 et des services secrets français. Donc, dans ce roman, on a des personnages fictifs, hein, parce que évidemment, les personnages, ces espionnes sont des personnages fictifs, basés quand même sur ces femmes qui ont réellement existé. Et dans ce roman, on côtoie les grands personnages
de l'histoire. On y croise Winston Churchill, on y croise Rommel, on y croise le général Leclerc. Enfin bref, on a vraiment une plongée dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et ici, Bletchley Park, c'est une référence à une institution britannique qui était spécialisée dans le décodage. Bletchley Park réunissait tous les meilleurs éléments spécialisés dans le décodage de messages chez les nazis. Et c'est à Bletchley Park qu'a été décodé le premier message traitant des premiers convois dans les camps de concentration et ce qu'on faisait subir aux juifs dans ces camps de concentration. Alors, je peux vous dire que la personne qui a décodé ce message était loin d'imaginer l'horreur qui se passait réellement là-bas. Et ça a été un cataclysme pour les dirigeants, pour les patrons des services secrets, parce qu'ils disaient, mais jusqu'où on va aller? Jusqu'où cette guerre va aller? Et c'est grâce à ces personnes qui décodaient les messages que on a pu en savoir un peu plus sur ces camps de concentration et commencer à monter des opérations de libération de ces camps. Dans ce roman aussi, on voit l'entrée en guerre des États-Unis dans cette Seconde Guerre mondiale. On fait référence à l'attaque de Pearl Harbor. Et voilà, c'est une fois de plus, ça a été mené tambour battant. L'action est présente du début à la fin. On tremble, voilà, on tremble pour ces personnages. On espère sincèrement qu'ils vont tous s'en sortir sans trop de bobos, sans être trop blessés gravement. Et franchement, Mark Zellweger a fait un énorme travail de recherche historique pour nous concocter un roman qui est réel, enfin qui est ancré dans le réel. On a vraiment l'impression d'être là-bas, replongé dans ces temps troubles, avec ces hommes et ces femmes qui se sont battus pour la liberté, qui se sont battus pour la liberté de tout un peuple, que ce soit les Anglais, les Français, les Américains. Voilà, c'était le combat pour la race humaine et pas spécialement pour une nation. Voilà, ça a été une de mes grosses découvertes de l'année dernière, cet auteur et voilà, cette série sur les espionnes du Sahel. J'espère sincèrement que je vais pouvoir lire d'autres aventures de ces espionnes parce que c'est vraiment passionnant. On apprend énormément de choses. On a beau dire qu'il y a énormément de livres qui sont parus traitant de la Seconde Guerre mondiale. On a l'impression d'avoir vraiment fait le tour de tout ce qui a pu se faire, de tout ce qui a pu se dire pendant cette période. Et finalement, on s'aperçoit que je crois qu'on ne saura jamais vraiment ce qui s'est réellement passé. On ne saura jamais vraiment toute la vérité sur ce qui s'est passé là-bas et pendant cette période trouble. Donc, je vous encourage vraiment à découvrir cette série, Les Espionnes du Salève, de Mark Zellweger, publiée aux éditions Au Trouble. Je vais reboire un petit coup parce qu'il fait soif. Voilà, j'espère que... ça fait déjà 20 minutes que je parle. Et j'ai encore 4 romans à vous présenter. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop long pour vous. Voilà. Sinon, je me suis également plongée dans Le Concile de Merlin, l'intégrale de Lionel Crusil, publiée aux éditions L'Alchimiste. Alors, c'est une intégrale illustrée. Je vais vous montrer juste. Alors, ce sont des illustrations en noir et blanc. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai toujours été fascinée par Merlin, par les légendes arthuriennes. J'aime beaucoup toutes ces légendes qui ont pour implantation la Bretagne et la forêt de Brocéliande. Ici, on reprend un petit peu comme base les légendes arthuriennes, mais un peu adaptées quand même. Vous ne retrouverez pas... oui, vous allez retrouver Merlin, vous allez retrouver Arthur, mais bon, voilà,
on parle très très peu des chevaliers de la table ronde. Ici, on est plus focalisé sur le personnage de la fille de Merlin, Gwendael. Euh, je ne savais même pas que Merlin avait une fille, mais enfin bon, ici, Lionel Crudier a choisi de baser son histoire sur la fille de Merlin. Donc l'histoire commence avec Merlin et plusieurs de ses congénères. Il les réunit en concile parce il veut absolument leur confier un secret. Il va leur parler de certains parchemins qui ont une version un peu différente quand même de ce qui est écrit dans la Bible. Pour Merlin veut créer un pont entre les druides et la religion catholique. Parce que il est persuadé qu'ils peuvent trouver un terrain d'entente et qu'ils peuvent coexister tout à chacun dans ce monde. Donc, voilà, il va leur faire part de l'existence de ces parchemins. Il réunit donc tous ses congénères en concile, donc d'où le nom du concile de Merlin. Et à la suite de ce concile, Merlin disparaît et Gwendael va se retrouver chargée de protéger ces fameux parchemins et elle va se lancer dans une quête absolument effrénée à travers le temps, à travers les époques, à travers les différents mondes. Et on va la suivre sur toutes ces années, sur tout ce périple. Et on va apprendre énormément de choses sur, du coup, ces parchemins et sur la nature réelle de Merlin. Alors l'auteur a choisi ce point de vue, a choisi de baser son récit là-dessus. Alors c'est très bien fait, j'ai beaucoup aimé cette réinterprétation de la légende de Merlin et du roi Arthur. Alors par contre, si j'ai juste un petit reproche à faire, c'est juste voilà, sur voilà, la police d'écriture qui est un petit peu petite. Ça gêne un petit. Enfin, au bout d'un moment, on s'y habitue, mais c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu gênant parce que c'est quand même. Là, vous avez les 3 tomes hein, dans cette intégrale. Et, euh, et voilà, c'est quand même une écriture assez dense. Alors, je me suis beaucoup attachée au personnage de Gwendael qui était très loin d'imaginer quelle était la nature réelle de son père. Elle va en apprendre beaucoup sur lui, mais elle va en apprendre également beaucoup sur elle-même. Elle est l'héritière de la magie de Merlin, de la légende de Merlin, et elle va apprendre à vivre avec cet héritage, mais également à se construire sa propre légende. Et ça, j'ai trouvé qu'à l'époque, quand même, c'était pas banal pour une femme d'avoir une aussi belle mise en avant. J'ai beaucoup, voilà, c'est un premier partenariat avec cette maison d'édition et j'avoue que je suis ravie de cette première expérience avec eux. Voilà, j'ai trouvé les dessins absolument magnifiques. Ils servent absolument bien le récit et ça permet, ça nous illustre, moi personnellement, les dessins des lieux qui étaient décrits dans cet ouvrage se représentaient très bien ce que j'imaginais dans ma tête vis-à-vis de ces lieux. Donc voilà, pour moi, ça m'a beaucoup plu ces dessins. C'est vraiment une très très belle édition si vous avez un cadeau à faire. Alors je sais que maintenant que Noël est terminé, mais si vous avez un cadeau à faire pour Noël, enfin pas pour Noël, mais pour un anniversaire ou quoi, ou si vous voulez vous faire un très très beau cadeau, je vous conseille vraiment cette édition du Concile de Merlin. Si vous aimez les légendes arthuriennes, si vous aimez Merlin, si vous aimez la magie, si vous aimez la Bretagne, je vous conseille réellement la lecture de cet ouvrage. Autre roman, c'est La guerre des 3 rois de Jean-Laurent Del Socorro et Marc Simonetti, paru aux éditions Actu SF. C'est un roman graphique. C'est un roman graphique que j'ai reçu dans le cadre de l'opération Masse Critique
graphique de fin 2020. Alors, on se trouve en France au XVIe siècle, en pleine guerre, en pleine guerre de religion entre Henri III, le duc de Guise, et Henri IV. Ici, dans ce roman, Henri III mène querelle au duc de Guise pour le trône. Et on voit Henri III et sa garde royale. Et en plus de cette garde royale, ils sont accompagnés par la Compagnie du Chariot, qui est une compagnie de mercenaires, tout simplement. Parce que voilà, le roi a besoin vraiment de toutes les forces vives pour contrer le duc de Guise. Et il s'est octroyé du coup les services de la Compagnie du Chariot, qui est menée par une femme. Alors, dans ce roman graphique, la place des femmes est très très importante, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on est au XVIe siècle, en plein Moyen-Âge, et, euh, et voilà, la place des femmes à l'époque n'était pas hyper reluisante, mais ici, vous avez une femme qui est à la tête d'une compagnie de mercenaires, et dans la garde royale du roi, vous avez le capitaine qui est une femme. Alors moi, ça m'a beaucoup plu la place des femmes ici. Alors vous avez aussi une femme chirurgienne qui est très très érudite. Enfin, et franchement, pour l'époque, c'est très très rare de rencontrer autant de femmes à des places aussi stratégiques stratégique dans un monde qui est la plupart du temps mené par les hommes. Faut pas se le cacher. Et donc, Henri III se doute que même avec des moyens normaux, il va avoir du mal à conserver son trône. Donc, il va aller voir une magicienne et lui demander son aide pour arriver à ses fins. Mais voilà, la magie a un prix, donc tout ne va pas se passer comme prévu. Alors, moi, c'est un court roman. Voilà. La mise en page est très aérée. Vous avez des illustrations à l'intérieur et vous avez le papier. Je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez le papier qui est un peu comme vieilli, comme si on lisait un parchemin en fait. J'ai trouvé voilà, l'objet livre est très très beau. Vous avez la couverture comme ceci, avec le rabat, et à l'intérieur, vous avez un signet qui vous permet de marquer votre page. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors par contre, comme souvent, parce que je suis un boulet, j'ai pas fait gaffe en sélectionnant cet ouvrage, mais en fait c'est un tome 2. Voilà, c'est un tome 2 des aventures de cette compagnie du Chariot, de cette compagnie de mercenaires. Et du coup, bon, apparemment, je pense que, d'après ce que j'ai compris, on peut très bien lire les aventures indépendamment les unes des autres. Donc ça m'a donné grandement envie de lire le premier tome pour en apprendre encore un peu plus sur cette compagnie du Chariot. Et bien évidemment, je lirai la suite parce qu'il y aura une suite, bien évidemment. Donc j'ai été très très surprise par la qualité de cet ouvrage, que ce soit d'un point de vue esthétique ou de l'histoire. Alors, on m'avait vendu un petit peu de la fantaisie, et en fait, le côté réellement fantaisie, il arrive dans la deuxième moitié du récit, jusqu'à la fin, où la fin est extrêmement surprenante, et c'est ça qui donne vraiment envie de découvrir la suite. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage vivement à découvrir cet ouvrage, tant par son esthétique que par son contenu. Alors, là maintenant, je vais vous présenter ma première lecture de 2021. Il s'agit de Cassidy Blake, Plongée dans les catacombes, le tome 2 de Victoria Schwab, publié aux éditions Lumen. J'ai découvert Cassidy Blake l'année dernière par la lecture du premier tome. J'avais beaucoup aimé
ce personnage. Et du coup, là, on retrouve Cassidy, Jacob et les parents de Cassidy en route vers Paris pour le tournage d'un nouvel épisode de l'émission des parents de Cassidy qui aura pour principaux lieux de tournage les catacombes. Parce que à Paris, quel est l'endroit où on est le plus susceptible de tomber sur des fantômes? C'est là où il y a tous les nonos de Paris, à savoir les catacombes. Donc pour le tournage des rushs de l'émission, Cassidy accompagne ses parents dans les catacombes, avec Jacob bien évidemment. Elle va traverser le voile, elle va faire ce pourquoi elle est le plus douée, c'est-à-dire chasser les fantômes. Et en remontant des catacombes, elle, se, elle croit qu'elle est suivie. Elle a l'impression d'être observée et il se passe des choses un petit peu bizarres dans son entourage. Et très vite, elle va découvrir que, en plongeant dans les catacombes, elle a libéré un esprit frappeur. Et les esprits frappeurs, eh ben, leur raison d'être, si j'ose dire, c'est de provoquer le chaos. Alors ça commence petitement et ça prend une ampleur telle que cet esprit frappeur va provoquer le chaos là où il est. Donc Cassidy va se mettre en tête de retrouver cet esprit frappeur avant qu'il ne sème le chaos dans Paris. Et on va être plongé dans des aventures absolument trépidantes et on va en apprendre plus sur Jacob, qui est l'ami fantôme de Cassidy. Il est devenu son ami en la sauvant de la noyade et c'est vrai qu'on en savait très très peu sur lui, comment il était lui-même devenu fantôme et surtout pourquoi il reste avec Cassidy. Et on en apprend un peu plus sur lui. La relation entre les deux personnages devient un peu plus profonde. J'ai beaucoup aimé la tournure que prend la relation entre Cassidy et Jacob. Et puis, toute cette cavalcade dans Paris, dans Notre-Dame, dans les catacombes, au Louvre. Franchement, on, on a un voyage dans Paris, alors que à l'heure actuelle, on ne peut pas trop voyager comme on veut. Et on est transporté à Paris dans ces quartiers si pittoresques. Alors, j'ai jamais été dans les catacombes. Et puis ce que j'en ai lu là-dedans, ça donne pas franchement envie d'y aller, surtout la nuit. C'est pas vraiment le truc le plus fun qui soit. Moi, je suis pas chasseuse de fantômes, donc je me contenterai de Notre-Dame. Bon, vu qu'elle a brûlé, il faut attendre que ce soit remis en état. Mais bon, voilà, je me contenterai peut-être de la Tour Eiffel, ou du musée du Louvre, tout simplement. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome, où on rentre beaucoup plus vite dans l'action, forcément, que dans le tome 1, étant donné qu'on connaît l'univers et les personnages. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dans la troisième aventure de Cassidy et Jacob pour savoir ce qui va leur arriver. Et enfin, on atteint la demi-heure déjà et j'ai encore un roman à vous présenter. On va rester dans Paris. J'ai lu, je viens juste de le terminer, Néo, la chute du soleil de fer de Michel Bussy, paru aux éditions Pocket Jeunesse. Alors c'est la série jeunesse de Michel Bussy. Moi, je connais Michel Bussy pour ses thrillers, pour ses thrillers adultes. Et là, j'avais très envie de le découvrir dans ce qu'il pouvait proposer pour la jeunesse. Et à la lecture de la quatrième de couverture, je me suis dit, tiens, ça ressemble un petit peu à la série Autre Monde de Maxime Chatham, où, à la suite d'un gros cataclysme, seuls les enfants avaient survécu. Il n'y avait plus aucun adulte. Et ici, l'histoire commence à peu près de la même manière, à la suite peut-être pas d'un cataclysme. Il s'est passé quelque chose et tous les adultes ont disparu, ils sont morts et seuls les enfants ont survécu dans un Paris où la nature a repris ses droits.
voilà, il y a la forêt qui est en plein, la forêt, la végétation qui, qui est en plein dans les rues de Paris. Et vous avez deux catégories d'enfants. Vous avez les enfants du tipi. Alors le tipi, il se trouve là, hein, c'est la Tour Eiffel. Les enfants du tipi qui sont obligés, pour survivre, de chasser, de pêcher, de faire de la cueillette, bref, d'utiliser tous les moyens que la nature leur met à disposition pour survivre. Et d'un autre côté, vous avez les enfants du château qui vivent protégés derrière les murs de ce fameux château, où ils vivent en autosuffisance, ils n'ont pas besoin de sortir, ils sont réellement en parfaite autarcie dans ce château. Et vous avez ici Zizo, qui est un enfant du tipi, qui va être envoyé en mission pour espionner les enfants du château et rapporter tout ce qu'il aura vu à ses chefs. Donc, au début du roman, on voit Zizo qui s'introduit dans le château. Il va bientôt faire la rencontre d'Alix, qui est la reine du château, et ils vont tous les deux se lier d'amitié. Et bien évidemment, Zizo va être prisonnier, parce qu'il vient quand même de, de la tribu adverse, des enfants du château, et il est prisonnier, il n'a pas le droit de sortir du château, et donc du coup, il va se mélanger aux enfants du château, et il va vivre avec eux pendant de nombreux mois, et il va découvrir que, en fait, ces enfants du château, ils sont bien loin de toutes les rumeurs qui circulent sur leur compte. Évidemment, ils ne dévorent pas les enfants du tipi. Ce ne sont pas des cannibales, hein. Ils ont un moyen de subsistance autre, hein, que dévorer les autres enfants. Et il va énormément apprendre à leur contact. Il va apprendre à les aimer, sans oublier bien évidemment les enfants du tipi. Et on va le suivre dans sa vie au château durant ces nombreux mois. Et durant ces mois, évidemment, il va arriver quelque chose, à savoir que de nombreux animaux sont empoisonnés. Et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où vient ce poison. Donc une délégation des enfants du tipi et une délégation des enfants du château vont essayer de trouver le fin mot de l'histoire, de savoir d'où vient ce poison. Alors bien évidemment, on a un personnage dans les enfants du Tépi qui est Mordelia, qui est décrite comme une sorcière. Elle a un peu l'âme noire, et pour elle, elle essaye de persuader tous les autres enfants du Tipi que ce sont les enfants du château qui essayent de les empoisonner, et elle fait tout pour déclencher une guerre avec les enfants du château. Et donc, dans ce roman, on va apprendre à connaître les enfants du Tipi, on va apprendre à connaître les enfants du château, et l'auteur met tout son univers en place, et on a quand même énormément de questions. Euh, Comment les enfants qui ont été réunis au château ont été choisis, que sont devenus les adultes, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Euh, enfin, on parle de Néo à un moment du roman, mais on n'a pas toutes les réponses à nos questions, bien évidemment. Alors, concernant les personnages secondaires sont très très bien développés. J'ai beaucoup aimé les personnages secondaires, mais dans la quasi-totalité du roman, les deux personnages principaux, je les ai trouvés fades. Je les ai trouvés qui manquaient cruellement de charisme tous les deux, alors que c'est quand même les deux personnages principaux. J'ai trouvé que les personnages secondaires étaient beaucoup plus développés et avaient un peu plus de punch. Et ce qui m'a un tout petit peu dérangé dans ce roman, c'est que les personnages dans ce roman ont 12 ans. Et ces deux-là, ils vont tomber amoureux. Alors, j'ai rien contre, hein, loin de là, mais faut pas oublier que ce sont quand même des personnages qui ont 12 ans, et les sentiments qui sont décrits entre ces deux personnages sont des sentiments que développent des sentiments amoureux d'adultes, et ils ont 12 ans. Hein. Donc oui, on peut avoir des amourettes, on peut avoir des flirts à 12 ans, c'est changer des petits smacks, mais pas de réel baiser, pas d'élan amoureux comme ça. J'ai trouvé que c'était... alors, certes, ces enfants ont grandi dans des circonstances un peu particulières, donc on peut considérer qu'ils ont grandi un peu plus vite que les autres,
Mais voilà, je trouve que c'est un peu gros quand même, comme ça va un peu loin. Donc, alors loin de là d'être vieux jeu, mais voilà, je trouve qu'ils sont quand même un peu jeunes pour ressentir ce genre de choses, ce genre de sentiments, surtout de tels sentiments. Alors bon, c'est un petit détail, hein, surtout le roman, hein, mais voilà, ça m'a un petit peu, voilà, ça m'a un petit peu, je trouve, oh, bon, quand même, il exagère quand même un petit peu, Michel Bussy. Michel, qu'est-ce que tu me fais là? Tu m'as pas habitué à ça quand même. Donc du coup, voilà, mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. J'ai vraiment hâte de découvrir le tome 2, hein, de cette série. J'ai vraiment envie de savoir ce qui va advenir de nos héros, hein, parce que je pense qu'au vu de ce qui s'est passé, au vu de ce qui est dit à la fin du roman, il va leur arriver encore de nombreuses aventures dans le tome 2. Donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va leur arriver. Et voilà, c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Euh, et voilà, je trouve que Michel Bussy se débrouille pas trop mal au niveau jeunesse, surtout dans tout l'univers qu'il a construit. Et franchement, Paris, là-dedans, autant dans le roman précédent, dans Cassidy Blake, on voyait, on était vraiment dans le Paris de maintenant, autant ici, on est dans un Paris post-apo, où la nature a repris ses droits. Et je me suis beaucoup amusée au début du roman à essayer de reconnaître les monuments et les quartiers qui étaient décrits par l'auteur et qui étaient décrits sans être réellement nommés par leur nom. Et c'était vraiment très très sympa ce ce petit jeu de découverte, de cache-cache dans dans ce Paris métamorphosé. En tout cas, je vous conseille vraiment la lecture de ce roman si vous voulez plonger dans une aventure un peu post-apo. Donc voilà, ce point lecture est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces romans et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez lu en fin d'année et en ce début 2021. Je serais ravie d'échanger avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou un petit commentaire. N'hésitez pas à la partager aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!